Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour notre podcast Contre-Récit. Donc Contre-Récit, c'est un podcast vidéo qui explore l'ambiguïté qu'il y a entre les mémoires individuelles et le récit collectif. Et donc on cherche à créer une autre forme de récit qui incite à la prise de parole, qui tente de créer une autre forme de récit plus nuancé, authentique et qui vise aussi à lutter contre l'oubli à notre échelle. Et donc c'est un épisode assez spécial parce qu'aujourd'hui on va parler du rapport entre le manque de récit officiel sur la guerre civile libanaise et la nouvelle génération libanaise. On est toutes les deux libanaises de diaspora et c'est un sujet qui nous est assez cher parce que, pour remettre un peu dans le contexte, les jeunes Libanais n'apprennent pas la guerre civile à l'école. Le programme scolaire s'arrête en 1946 avec l'indépendance du Liban. Et ça s'arrête là. Et je trouve que c'est important aussi d'intégrer les jeunes Libanais à s'informer. Et en même temps, il faut que les jeunes Libanais aussi... c'est très difficile pour les jeunes Libanais de s'approprier l'histoire de leur pays, de leur culture, leur identité, et même l'histoire de leurs parents et des anciennes générations, quand on n'a pas accès. Ce sont les accords de Taïf et même la loi d'amnistie qui ont mis fin à la guerre civile au Liban, mais en réalité, ça a juste créé une amnésie générale, c'est-à-dire on pardonne tout, on oublie tout, sans pour autant vouloir créer et reconstruire un récit national ou même reconstruire une identité nationale. Donc c'est important et c'est un sujet qui nous est assez cher. Et en plus de ça, pour remettre dans le contexte quand même, ce sont aujourd'hui les dirigeants politiques au Liban étaient autrefois pendant la guerre civile des combattants, voire des criminels de guerre, donc qui ont encore un peu les mains pleines de sang. Donc c'est encore plus difficile de construire un récit national dans ce contexte politique. Donc en fait, cet épisode, on avait envie de à la fois intégrer la nouvelle génération dans le passé, et montrer qu'il y a d'autres formes d'outils pour s'informer sur l'histoire qui ne soient pas le récit officiel, mais plus les souvenirs, les mémoires individuelles, l'histoire orale, et comment en fait cette nouvelle génération peut s'intégrer dans ce récit-là quand l'État tente d'oublier cette partie de l'histoire. J'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, on est le 13 avril 2025, donc le jour qui marque les 50 ans du début de la guerre civile. Et on a la chance de recevoir Albert Mkheiber et Anthony Tawil. Anthony, tu es le co-créateur et producteur du podcast Mahabar. Tu es également musicien dans le groupe Watsil Wats. Et pour revenir rapidement sur Mahabar, c'est un podcast qui retrace la guerre du Liban à travers les récits de celles et ceux qui l'ont vécu. Et c'est un podcast qui ne cherche pas tant à historiciser qu'à collecter des mémoires dans leur singularité et dans leur similarité. Voilà. Oui, en effet, c'est précisément ça. Et oui, pour ajouter à l'introduction et aussi pourquoi on est en train aussi de parler de la mémoire aujourd'hui, parce qu'au fait, et c'est pour cela que Mahabar a été créé, c'est parce qu'on avait senti, moi étant quelqu'un je suis né en 86, donc j'avais 4 ans, je me souviens de rien, et mes parents n'avaient rien parlé, et ils n'étaient pas dans la politique, donc ils n'avaient rien à raconter, sauf quelques anecdotes assez marrantes. Et autre que ça, on n'avait absolument aucun espace à discuter et même à savoir et à comprendre pourquoi nos parents sont comme ça, pourquoi on a été élevé de cette façon, pourquoi la dynamique sociale, elle est comme ça. On était dans une école assez privée et dans une communauté assez homogène, donc il n'y avait même pas un échange d'idées dessus. Et c'est pour cela qu'on s'est dit, il faut parler aux gens parce que oui, ça a été... On a constaté aussi que le récit national, il s'est bloqué. C'est pas par erreur que c'est comme ça. Et donc, il fallait peut-être parler aux gens directement et leur demander bon, c'est quoi vos mémoires de cette période-là? Comment ça a été? Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette période-là? Et c'est pour cela qu'on a commencé sur ce projet-là
à parler avec les gens, à donner la parole aux Libanais et Libanaises qui sont comme mes parents, qui avaient juste une fonction de subir cette guerre. Et d'apprendre qu'est-ce que ça voulait dire de faire 15 ans de guerre, de vivre durant une guerre qui était qui avait plusieurs façades, et de sortir de cette guerre et de continuer la vie comme si cette guerre n'a pas existé, ou bien même les conséquences de cette guerre n'existent plus. Comme cette guerre, elle est finie en 90, et ça veut dire que notre société, elle continue sans poids, sans conséquences dessus. On a appris beaucoup, en fait, en donnant la parole aux gens, en donnant préférence à la mémoire et non à l'analyse politique. Et en faisant ce podcast, on a appris que dans cette mémoire existent plein de choses qui sont très communes chez les Libanais. Et ces expériences-là, en les mettant ensemble dans des épisodes, ça a montré aux Libanais, ça a montré à la génération qui ne connaît pas la guerre, mais qui a une idée très particulière de ce qui s'était passé et tout ça, qu'au fait, ces expériences sont communes, sont partout. Et oui, ça remet en question un peu le concept de l'autre, l'idée qui est l'autre dans la dynamique. Merci. Albert, tu es docteur en neurosciences, psychologue clinicien et professeur à l'Université Paris 8. Tu as écrit des livres comme Votre cerveau vous joue des tours ou Neuromania. Et dans ton travail, tu t'intéresses notamment à la notion de biais cognitif, de socle de réalité commune, à la notion de perception, mais aussi à la notion de troubles anxieux. C'est des notions au prisme desquelles il serait intéressant de questionner aussi la société libanaise. Est-ce que tu veux nous dire un peu ce qui, toi, t'intéresse dans la question de la mémoire et du récit national ? Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je m'intéresse à comment on se raconte des histoires et comment ces histoires influencent notre fonctionnement. Ces histoires peuvent être personnelles. On peut se raconter des histoires sur nos vies, sur nos familles, sur nos potes. Et elles peuvent être collectives. Il y a on appelle ça des différents niveaux explicatifs. Mon fonctionnement peut s'expliquer à différents niveaux explicatifs. Il y a le niveau explicatif individuel, mon tempérament, ma personnalité, mes préférences. Il y a un niveau explicatif qu'on appelle le niveau méso, moyen. Moi et mon groupe de potes, je sais pas, on aime bien jouer à FIFA ou aller dans des bars, etc. Et puis il y a un niveau qu'on appelle le niveau macro, qui est un niveau plus large, qui peut être soit mon quartier, ma communauté, ma ville ou mon pays. Et ces différentes échelles communiquent entre elles. Et l'agencement de ces différentes échelles avec le groupe constitue notre capacité, en tant qu'animaux sociaux, à œuvrer vers un but commun. Parce que c'est quoi un pays ? C'est un groupe de gens qui se disent « on a envie d'œuvrer vers un but commun ». Quand ce socle commun de réalité, donc on n'est pas d'accord sur quoi faire, on est d'accord sur la réalité. Et après, on peut être en désaccord sur comment traiter ça. Je sais pas, il y a du chômage, on est tous d'accord qu'il y a du chômage, on n'est pas d'accord sur quoi faire. Est-ce qu'on réduit les taxes sur les entreprises ? Est-ce qu'on augmente les aides sociales, etc. On fait un socle commun de réalité et puis on décide de comment le traiter dans un consensus ou dans un dissensus. Le problème, c'est que quand des animaux sociaux comme les humains n'ont plus un socle commun de réalité, moi je viens et je dis il y a du chômage et quelqu'un vient et me dit non, il n'y en a pas. Et au Liban, je pense que c'est ça qui se joue. Comme disait Anthony, quand on écoute des récits de gens qui ont vécu des guerres, ils sont assez universels. Et ça, c'est même pas juste au Liban. La guerre est relativement un événement universel, sauf pour les gens qui y prennent part. Mais s'il y a des gens qui sont en train de subir, ils n'ont pas ce qu'on appelle une agentivité. Ils n'ont pas leur mot à dire. Ils sont juste en train d'attendre, de savoir. Ah, il y a un obus, donc il n'y a pas école aujourd'hui. Ah, il n'y a plus d'eau. Ok, comment est-ce qu'on ramène de l'eau ? Ah, il n'y a plus de farine. Ok, on va manger autre chose. Ce qui rend la spécificité de la guerre, c'est l'après-guerre. Qu'est-ce qu'on fait après ? Et en général, on décide d'une version, non parce que c'est important d'avoir un récit. Évidemment, c'est important de l'apprendre à l'école, mais c'est pas ça qui bloque. C'est-à-dire, je sais pas, on prend la Seconde Guerre mondiale en France, parce qu'il y a aussi des vainqueurs et des vaincus. En France, la majorité de la population, en tout cas une partie assez importante, était collabo. Mais le récit national, c'est un récit de résistance. On peut changer le passé. Le passé n'est pas quelque chose de figé. On est tout le temps en train de réécrire toutes ces choses. Et on réécrit à partir de où on a envie d'aller.
Le problème au Liban, c'est pas juste le manque de récits, c'est surtout le manque d'institutions. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment un État. Et quand il n'y a pas des institutions, il n'y a pas une direction. Et quand il n'y a pas de direction, comment est-ce qu'on va faire un socle commun ensemble si on n'a pas, on ne sait pas où on va. Chacun va tirailler d'un côté. Donc souvent, on se concentre sur ce manque de récits, mais on oublie de dire que c'est pas parce qu'il y a un récit que ça va marcher. Il faut des institutions derrière. Et c'est des institutions qui parfois imposent des récits qui sont parfois fausses. Qui sont parfois faux. Une grande partie des grands pays occidentaux, leur récit national est un mensonge. Mais il est performatif et il permet d'aller de l'avant. Et donc on le conserve. Et on le voit, il est malmené aujourd'hui par les études sur la colonisation, je sais pas, pour ceux qui suivent la politique française, quand Jean-Michel Apathy dit qu'en Algérie, il y a eu plein de Oradour sur Glane, tout le monde lui tombe dessus, mais en fait c'est vrai, c'est un fait historique, mais il faut le taire pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Le problème au Liban, c'est qu'on n'a pas ces récits, même s'ils sont inventés, limite c'est pas ça qui est important, mais il n'y a pas un récit qui crée un socle commun de réalité. Et moi, c'est ce socle commun de réalité qui permet, encore une fois, à des animaux sociaux comme nous de fonctionner ensemble. Si on vous a réunis ici, c'est aussi parce que vous travaillez tous les deux sur la parole à différents endroits. Et on voulait s'intéresser donc à la question de la parole ensemble. Et pour commencer, Anthony, on voulait savoir pourquoi vous avez choisi le médium sonore pour donner à entendre les histoires plutôt que de les donner à lire ou à voir. Et puis, qu'est-ce que ça vous a fait de collecter toutes ces paroles-là, d'être les récepteurs de toutes ces paroles? Pour le format, c'était bien sûr it was determined parce que l'image, elle présentait plusieurs préjugés. Et l'image traite l'émotion différemment. Et on a voulu pouvoir donner la parole à des gens sans qu'ils se préoccupent par ce que la caméra peut donner, mais aussi pour extraire le récit de l'identité et créer une petite buffer zone, une petite différence, une petite marge entre ces mémoires-là et ces histoires et ces faits-là de vécu sur l'identité de la personne qui est en train de parler. Et pour nous, c'était le point de départ. Et on a aussi voulu... ce que je suis en train de dire, peut-être, c'est que normalement, quand on traite la politique et le passé et l'histoire, il y a de la raison, toujours. Mais il faut aussi, et ce qu'on a aimé de faire, c'est de mettre le focus sur l'émotion. Et avec le son seulement, on peut tisser une émotion très subtilement, mais aussi très honnête, parce qu'on laisse l'imagination, on ne donne pas à l'imagination qu'est-ce qu'elle doit, ou on ne donne pas aux yeux qu'est-ce qu'ils doivent s'imaginer en écoutant. Et ce format-là, il nous a aidé, il nous a laissé la chance de mettre les voix et les récits de façon à créer une continuité entre les personnes, sans couper, mettre 25 voix dans un épisode au lieu de parce qu'on n'a pas l'image. Et ce qui a renforcé un peu le concept, ça veut dire d'écouter plusieurs personnes même sur un même sujet. Et on a même removed la chronologie même de la guerre, où quand on traite d'un projet d'histoire, normalement toujours on procède, sorry, excuse me for the English, but we proceed with chronology. Et avec Mab, on a décidé non, on veut en fait mettre les récits et ce qui est commun ensemble pour dire autre chose et ne pas montrer, même pour jouer sur le jeu du préjugé qu'on a envers l'autre. Parce qu'on a une image de l'autre, on a une conception, c'est qui est l'autre. Et parfois, ça joue aussi quand quelqu'un il a un certain dialecte qui peut-être pourrait dire que cette personne vient de ce côté ou de ce parti politique. Or, on pourrait jamais savoir. Et donc, ça met l'humain avant l'idéologie et avant les alliances politiques et historiques. Donc oui, le son, il est très important pour ce genre d'exercice dans une société qui a encore beaucoup de préjugés envers l'autre et qui saute à la première occasion de savoir vous êtes où, pour mettre ses jugements et mettre toute cette file de pensée sur l'autre. Et
ce qu'on a appris, ou bien je pense que quand on a commencé, peut-être on avait une position envers l'autre ou envers les autres récits en tant que créateur de ce projet. Et en écoutant ces gens et en écoutant vraiment les récits tellement différents, les expériences tellement différentes, avec les points de vue tellement différents, que ça nous a créé à nous, et peut-être à Maabar aussi, certainement à Maabar au fait, un espace au milieu, équidistant, qui n'est pas concerné par qui avait raison, qui n'avait pas raison, par si l'obus est tombé. Quand l'obus tombe, l'obus est tombé, ta maison a été, ta vie a été basculée. C'est ce qui compte dans l'après-guerre même, je pense. Et c'est de pouvoir créer cet espace où on se comprend, où on s'écoute et où on assimile le vécu de l'autre. Et je pense que c'est ce qui nous a éventuellement placé dedans. Et bon, je pensais pas comme ça. J'avais peut-être des idées un peu plus sharp sur d'autres positions. Et maintenant, je me trouve beaucoup plus à une distance égale, mettant pas un récit plus important que l'autre. Donc ouais, je peux te dire ça, c'est in a nutshell ce que Maabar a changé dans ma tête, et de Cédric aussi, en travaillant sur tous ces récits, en écoutant tous ces gens, et en comprenant aussi que oui, ils ont leur propre version aussi des choses, et on n'est pas là pour dire qui a raison, qui n'a pas raison. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont témoigné dans ce podcast-là. Il y a une volonté de pas mal de Libanais de parler de cette guerre, et en même temps, j'ai l'impression que beaucoup se taisent, où il y a un énorme tabou sur cette guerre qui fait que on en parle. Enfin, c'est assez paradoxal parce qu'il y en a beaucoup qui veulent en parler et en même temps, ça reste très tabou. Enfin, comment on explique ce paradoxe-là Moi, je veux juste ajouter, de mon expérience, d'ailleurs, il faut penser un peu le podcast, c'est une expérience qui se consume intimately. Tu l'écoutes toute seule, tu es dans la solitude, tu l'écoutes. Et même comment on parle avec les gens, quand on s'assoit, on fait l'entretien aussi, c'est très privé, c'est intime comme échange. Et je trouve dans ces échanges-là, l'intimité, si on parvient à être dans un espace intime et confortable pour eux, bon oui, ils parlent de tout, ils commencent quelque part, mais ils élaborent dans leurs histoires. Et je pense qu'on parvient de prendre cet espace intime et privé et le présenter à un public qui va aussi l'entendre et l'écouter et le capter dans un certain espace aussi intime. Et ça aide. Il y a pas ça brise pas le... Ouais. Mais je pense que quand on commence à parler les mêmes conversations avec une foule, et là je pense qu'Albert peut parler un peu avec quand on parle de the crowd, et quand on parle de... Voilà. C'est là où ça commence à être un peu plus compliqué, bien sûr. Justement, sur cette question, tu parlais de socle de réalité commun. Est-ce que tu penses que la parole intime peut être une bonne base pour construire un socle de réalité commun? Est-ce que ça pourrait être un outil privilégié? Je pense que les expériences subjectives, évidemment qu'elles peuvent être un bon vecteur. Le problème, c'est qu'elles vont souvent être niées quand elles sortent de l'échelle individuelle. C'est-à-dire, tu disais qu'au Liban, la guerre est un tabou. Pas tellement, en fait. Elle est partout, elle guide toutes les décisions. Là, il va y avoir des élections municipales. On peut retrouver dans des petits villages des gens qui se présentent aux élections contre leurs voisins et qui disent on a tenu fort contre l'envahisseur pendant la guerre et on va tenir fort maintenant contre la liste du mec avec qui il s'était en train de prendre le petit déjeuner le matin même. Ouais. C'est-à-dire la guerre est tout le temps invoquée, mais elle est invoquée comme une sorte de totem pour justifier des positions politiques. C'est-à-dire si on fait pas ça... Au Liban, on dit Shad al-Asab Taif, et on tire sur le fil de la guerre quand on a besoin pour ramener tout le monde à soi dans cette notion d'agentivité. Je pense que l'expérience subjective est importante pour élargir cette marge de manœuvre. De dire, en fait, voilà, on a vécu quasiment les mêmes trucs. Peut-être qu'on peut abandonner cette délégation, ce fait de déléguer une partie de mes choix à un leader politique.
Parce qu'il y a un gap énorme entre les gens qui parlent de la guerre et la classe politique qui instrumentalise la guerre. La classe politique parle de la guerre tout le temps. Oui. C'est non-stop. Dès qu'ils peuvent, ils vont y faire allusion ou en parler frontalement. C'est plus les gens dans leur vie quotidienne qui n'en parlent pas, sauf quand la classe politique en parle. Donc, c'est une bonne manière de créer une sorte d'expérience commune. Et une expérience commune, ça peut être une sorte de base pour faire un socle commun de réalité. Mais il y a des rapports de pouvoir, il y a des... En fait, le problème, c'est que quand on parle de ces sujets, c'est comme si on dit on n'arrive pas à créer un socle et en face, il n'y a personne. C'est-à-dire, je sais pas, on veut tous ici décider où est-ce qu'on veut aller manger et on n'y arrive pas. Et on peut mettre en place des mécanismes pour le décider. Le problème avec les récits de guerre au Liban, c'est qu'il y a en face des acteurs, des agents qui luttent activement pour empêcher cet effort d'être fait. C'est-à-dire, une tâche est déjà assez difficile de créer un récit national et elle est rendue encore plus difficile quand il y a des personnes qui, consciemment, essayent de saper n'importe quel effort pour essayer de le faire. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est-à-dire, on n'est pas en train de réussir à créer un récit national parce qu'on ne sait pas comment. Parce que quand on essaye de le faire, on va être attaqué. On va être... Et au cours de l'histoire, moi, je suis assez engagé en politique au Liban depuis ma toute jeunesse. Je viens d'une famille assez politisée. Vous parliez des accords de Taïf, mon grand-oncle était député, c'est le seul député qui n'est pas allé signer les accords de Taïf de tout le Parlement, etc. Donc j'ai quand même grandi, mais j'étais une famille non combative. On n'avait personne dans la famille qui partait au front. Mais c'était autour de nous. Je suis né en 82, donc je m'en rappelle un peu plus qu'Anthony. Mais la guerre au Liban aujourd'hui, ça a une fonction politique de maintenir le contrôle sur les différentes communautés, en disant attention, si vous vous éloignez de nous, ça va revenir. Et on a essayé de créer des récits, que ce soit avec les marches pour la laïcité, que ce soit avec les mouvements pour les droits des femmes, les mouvements contre la kafala. Tout ça, c'est des socles communs. Quelle société est-ce qu'on est en train de créer ? Une société ne se crée pas juste par rapport au passé, elle se crée aussi par rapport au présent. On ne veut plus avoir un système quasi esclavagiste dans le pays. On veut avoir un système laïque, etc. Et à chaque fois, on est soit attaqué physiquement, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent et qui nous tabassent, soit on va être accusés d'être des traîtres, d'être payés par des ambassades, par les fameux NGO, les ONG. Soit on va juste être moqué et mis de côté. Et ça s'applique au mouvement de 2015, au mouvement de 2017, de 2019, 2021. C'est-à-dire qu'il y a des vagues et des vagues et des vagues. J'y pensais, mais du coup, il y a le fait que l'État ne veut pas qu'il y ait un... Qu'il y ait d'État. Ouais. Ok. Les dirigeants politiques ne veulent pas qu'il y ait un récit officiel. Du coup, ça crée aussi un sentiment de méfiance assez... Enfin, c'est quand même existant dans ce pays. Voire limite, ça incite un peu à des théories du complot. Parce que du coup, chacun a sa propre vérité. Chacun... Nous, on a inventé la meilleure phrase de théorie de complot. Ça perfifie akbar minni wa minnik abdessir. C'est-à-dire ça veut dire il y a un truc plus grand que toi et moi qui est en train de se passer. Ok. C'est la théorie du complot ultime. Tu n'as même pas besoin de savoir c'est quoi la théorie. Il faut juste dire il y a un truc qui est en train de se passer. Et toi, tu n'as pas les capacités de gérer ce truc. Les seules personnes qui ont les capacités de gérer ces trucs, c'est les leaders politiques. C'est un peu comme les sociétés qu'on appelle primitives, à tort, où il y avait genre une sorte le magicien un peu de la tribu qui peut lui communiquer avec le climat, il peut faire la pluie, il peut faire des choses que les autres membres de la tribu ne peuvent pas faire. C'est un peu la même chose. Et c'est pour ça que les leaders politiques ont tous des titres. C'est-à-dire il y a l'Estés, le Hakim, le général, le Sayyid, le Bek, etc. C'est pour créer qu'eux, ils ont des sortes de super pouvoirs que les autres n'ont pas, et donc il faut s'agripper à eux. C'est des sortes de Spider-Man, de Superman, etc. etc. S'il y a un extraterrestre qui arrive, on ne peut pas laisser tomber Spider-Man. Qui va nous défendre? Ouais. Et donc c'est tout un truc très bien rodé pour que ça le garde à sa place. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible de construire du coup ce socle en dehors d'une classe politique quand même,
s'il n'y a pas la classe politique, on pourra jamais si la classe politique ne suit pas, on pourra jamais construire un socle commun. Qu'est-ce que... Si, bien sûr, il y a plein d'efforts et ça va prendre du temps, mais je trouve que voilà, les politiciens, ils sont en train d'instrumentaliser une émotion et de de la faire travailler contre l'autre. Et si tu creuses vraiment avec les Libanais et quand tu parles aux Libanais, je pense que non, il y a une forme d'acceptance du Libanais en général qui ne ressort, cette peur, elle ressort que quand c'est... Ouais, voilà. Et aussi les politiciens, ils contrôlent les médias et tout ça. Donc, on a dû faire un podcast qui sort sur les réseaux sociaux et qui existe sur les réseaux sociaux parce que je trouve que peut-être ça n'aurait peut-être pas passé de la censure ou ça aurait été combattu parce qu'il existerait dans un sphère contrôlée par l'État. Donc j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Construire sans la classe politique. Ah oui. Oui, je trouve que écoute, il y a un exemple très, très simple, peut-être bête, mais que je trouve symbolise vraiment l'émotion qu'on a en tant que Libanais. En 2013, juin 2013 ou je ne sais pas quoi, il y avait un match de foot entre le Liban et la Corée du Sud. C'était la première fois qu'on était dans ce stade-là. Si le Liban gagne contre la Corée du Sud ce match, on se qualifie au deuxième tour de la Coupe du Monde. Et on n'a jamais été qualifié au deuxième tour de la Coupe du Monde. Deuxième tour pour la qualification. Donc déjà, ce match-là, c'était vraiment un grand chose. Et le match se jouait à Beyrouth. Okay. Moi, je me souviens, j'étais au bureau, je travaillais dans une agence, et tout le monde avait la télé, et on regardait tous le match. Et le Liban menait 1-0 dès les 20e premières minutes ou quelque chose. Donc, je voulais dire, on a défendu un lead de 1-0 contre la Corée du Sud, qui était vraiment une bonne équipe. Et pendant 60 minutes, on défendait 1-0. Et les joueurs, les défenseurs, ils se jetaient sur le ballon. Et on était au bureau, vraiment, l'émotion, elle était tellement belle qu'on était tous là en voulant que cette équipe gagne. Et puis on a gagné. Et c'était vraiment la fête. Les gens étaient ils ont fait des convois et tout ça. Pour la première fois, je sais qu'il y avait le basket. Parce que le football, c'est un peu différent. Pour moi, au moins, le football représente un peu un collectif, mais qui englobe tout le monde. Et la réaction était incroyable. Je pense que pendant 60 minutes de ce match, tous les Libanais défendaient une idée commune. On ne voulait pas perdre, on voulait tous gagner. Et je trouve que cette émotion, elle est là, elle est juste... on n'arrive pas vraiment à la faire reprendre ou à accumuler les efforts. Parce il faut lutter aussi contre un État qui... toute son existence se base sur le fait de nous empêcher d'aboutir à ça. Et donc, et on a fini, by the way, pour conclure cette histoire, on a fini par jouer le Qatar dans le prochain match. Et on a eu 3 joueurs, sadly, qui ont été bribed et qui ont été arrêtés et tout ça. Et on a fini par ne pas se qualifier pour la guerre. Donc, typical récit libanais. Donc oui, moi, juste pour te répondre avec ce récit, que oui, je trouve que non, il y a definitely on peut definitely aboutir à ça et travailler sur ça. Il y a plein d'efforts sur ça, mais il faut juste comprendre que oui, on n'a pas encore créé, il n'y a même pas un espace public au Liban. Il n'y a même pas un espace vraiment public où on arrive à se poser et à échanger, même pas échanger, mais à se voir, de faire ta soirée là où il y a un autre groupe là-bas qui écoute une autre musique et tout. On n'a même pas cette expérience, mais parce qu'on est empêché d'avoir cette expérience. Je pense pas qu'on est vraiment empêché. Il y a des problèmes avec la municipalité de Beyrouth à en finir avec l'accès à l'espace public. Et ça, it falls in the same basket the effort qui essaie de bloquer, qu'on se rencontre et qu'on se parle sans qu'ils observent ou sans qu'ils contrôlent qu'est-ce qui est en train d'être dit et pensé. Et quand on réussit à créer ces espaces, comme par exemple en 2017, on avait créé des sortes de cercles de discussion au centre-ville, on se faisait tabasser la nuit, où les tentes étaient détruites, où on nous tirait. En 2015, on nous a tiré dessus.
Et quand on a des médias alternatifs, comme, je sais pas, Mégaphone ou Daraj, etc., bah là, il y a la MTV et Marcel Ghanim qui font une campagne comme si, genre, c'est le diable incarné. Et ça marche, parce que le but, on appelle ça une inégalité argumentative. C'est-à-dire, si je veux te persuader de quelque chose, il faut que je fasse un effort considérable pour te persuader. Mais si quelqu'un veut juste te planter le doute, il faut qu'il fasse un tout petit effort. Donc si Mégaphone et Daraj doivent prouver que c'est des gens intègres qui font un bon boulot de journalisme, il faut qu'ils le fassent jour après jour, jour après jour, jour après jour. Mais si Marcel Ghanem peut expliquer que Mégaphone c'est nul, il faut juste qu'il plante un petit doute, de dire mais d'où est-ce qu'ils ont cet argent? Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus. Puis il va inviter des gens et des gens et des gens et des gens et tous les soirs en prime time, etc., etc. Les rapports de force sont inégaux. Donc est-ce qu'on peut créer un sol commun sans, même pas sans, avec l'État qui lutte contre nous? Non. Et donc on a besoin de garder une sorte de dépendance, le fameux clientélisme, qui existe vraiment partout dans le pays. On va se focaliser parfois sur cette catégorie ou sur cette caste, sur ce groupe social, mais cette dépendance est nécessaire pour que les gens ne s'éloignent pas de leader. Et le leader a les outils nécessaires pour garder ça. Tu veux un boulot? Ok, moi je peux te trouver un boulot. La loi, le but de la loi, beaucoup de fois, on considère que le but de la loi, c'est l'organisation de la société. Mais c'est pas juste ça. La loi, son but aussi, c'est de pouvoir avoir de la prédictibilité. Que je puisse prédire. Moi, j'habite à Paris, je dis, ok, je veux acheter un appart. Je sais que je peux prendre un prêt et ma vie est tracée sur 20 ans. Il ne va rien se passer, a priori. Je sais que je vais pouvoir rembourser mon prêt. Au Liban, tu peux jamais savoir parce qu'on peut décider de changer le zonage de la région où tu es en train de construire l'immeuble et l'immeuble s'arrête. On peut faire des millions de trucs où cette prédictibilité pour qu'on puisse planifier notre vie, qui est supposée être garantie de manière législative, commence à dépendre du bon vouloir du leader. Si le leader est content de moi aujourd'hui, bah, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et s'il décide... Tu vois, Michel Elmer, à Mansouri, il a changé le zonage, il a construit 6 immeubles, puis il a changé le zonage. Et c'était fini. Rafi El Hariri, quand il est mort, son héritage, ils ont changé la loi pour 24 heures pour que ses héritiers ne payent pas d'impôt sur l'héritage. 24 heures, ils sont allés au Parlement, ils ont changé la loi, il a transféré tous les fonds de son papa à ses enfants et à sa femme, puis hop, il a rechangé la loi. En 24 heures, une loi qui est passée, puis qui a été défaite, juste pour que la famille Hariri puisse hériter de l'argent sans payer d'impôt dessus. Et ça, c'est pas juste une organisation sociale, c'est notre capacité à avoir cette agentivité. L'agentivité, peut-être que je devais expliquer c'est quoi le concept. L'agentivité, c'est combien est-ce que je peux avoir un contrôle sur comment ma vie est en train de se dérouler à mon échelle, pas comment ma vie est en train de se dérouler. Genre, j'ai envie d'être une superstar hollywoodienne, mais j'ai envie de pouvoir payer. Genre, je paye mes impôts et je sais qu'il va y avoir de l'électricité à la maison. Je paye mes impôts et je sais que la route va être praticable pour ma voiture. Tout ça est confisqué. Et le gâteau est très bien découpé par les différents leaders pour chaque région ou caste ou religion. Selon les régions, ça peut être différent. Et ça, quand on n'a pas de prédictibilité, notre cerveau est tout le temps dans une sorte d'état d'alerte et donc on ne peut pas s'organiser parce qu'on essaye de survivre. Et il y a une toute petite tranche de la population qui vit, elle, très très bien, qui dit « Ah, le Liban c'est génial, il n'y a rien, tout est super, j'ai 4 esclaves chez moi, j'ai 18 voitures, il y a les meilleurs restaurants, je vais aller à Dubaï faire mon shopping. » Secours. Vous, pourquoi vous êtes intéressé à savoir, par exemple, sur la guerre? Qu'est-ce qui vous intéresse? Nous, on va faire le podcast. Ouais, c'est nous maintenant on va demander. Non, mais sérieux. Ouais. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que je me suis intéressée vraiment à l'histoire du Liban quand j'ai vécu l'explosion à Beyrouth, le 4 août 2020. C'est là où je me suis dit... parce que j'ai vu la réaction des plus vieux, de ce que ça représentait, une explosion... Enfin, cet accident, ce que ça ravivait, en fait, chez eux. Et tout d'un coup, on m'a vachement plus parlé, même si avec beaucoup de pudeur, de ce qu'ils avaient pu vivre pendant la guerre. Et surtout, je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'a appris sur la guerre au Liban, c'était d'un point de vue du sud du Liban. Parce que ma famille vient d'un petit village, Rmesh, c'est un village à la frontière. Et donc moi,
toujours parlé de la guerre civile au Liban d'un point de vue de l'occupation israélienne. Et j'ai appris très très tard l'intervention syrienne, tout ce qui se passait dans le nord, etc. Enfin, j'étais dans un flou total et je me suis dit, il ne faut pas que je me focus seulement sur le sud du Liban. Il faut aussi que j'apprenne tout ce qui s'est passé en dehors de ma communauté, quoi. Donc j'avais envie d'avoir plus d'outils, de comprendre mieux, d'avoir toutes les versions finalement de l'histoire. Voilà. Ouais, bah, je pense que je partage pas mal ce moment de l'explosion qui a été quand même un tournant dans... Je sais que c'est un tournant qui est partagé par plein de gens, à la fois de Libanais qui ont grandi au Liban, de la diaspora. Je pense que je rajouterais que moi, c'est un pays qui a toujours été un peu une énigme aussi. Enfin, j'ai jamais trop su comment me positionner, étant à la fois ayant grandi en France, mon père est français, ma mère est libanaise, mais ayant quand même un rapport très proche au pays. J'ai toujours été 2 fois par an depuis que je suis née, quoi. Mais voilà, toujours dans un entre-deux un peu étrange qui m'a longtemps questionnée. Et puis, peut-être que renouer avec l'histoire de la guerre, c'était une façon pour moi de renouer avec une identité. Et je pense aussi, il y a un truc d'un cadre familial où même si, bon, on peut parler de la guerre de façon légère ou alors ça devient des anecdotes en fait, beaucoup de ça c'est quand on était aux abris, machin. Il y a un poids qui est tout le temps là, qui peut être lié aussi à des questions familiales intrinsèques à la famille, mais qui, je pense, est un poids partagé par toutes les familles libanaises d'une forme d'anxiété et de nervosité constante qui est là, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même parce qu'il n'y a pas de clôture. Ouais. C'est-à-dire, on parle de la guerre. Moi, j'ai grandi au Liban. Mais on parle tout le temps de la guerre comme si elle est finie il y a 2 ans. Ouais. Mais ça fait genre 30 ans que c'est fini, même plus. Et ça, c'est aussi un truc très particulier. C'est-à-dire, si on avait une machine à remonter le temps, et on remontait tous ensemble là, en 95, donc la guerre venait de se terminer, et puis tu sautes en 2002, puis tu sautes en 2010, puis tu sautes en 2015, puis tu sautes en 2020, puis en 2025, tu as l'impression qu'on est tout le temps à une distance temporelle la même de la guerre. Ouais. C'est comme si ça... Il n'y a pas le temps qui passe. C'est-à-dire la guerre aujourd'hui au Liban, c'est comme si en France, on est dans les années 80, après la Deuxième Guerre mondiale. Plus personne ne parlait de la guerre. C'est-à-dire c'est pas étrange qu'on ne parle pas de la guerre, c'est étrange qu'on continue à en parler. Ouais. 30 ans après une guerre qui a duré une quinzaine d'années, il ne faudrait plus qu'on en parle. Ça ne devrait plus être un sujet. C'est fini. Ça fait 30 ans. C'est juste absurde. Mais surtout que... Mais parce que ça ne se termine pas. Hier, quelqu'un en parlait. On commémore le début de la guerre, le 13 avril 1975. Ouais. On est, je crois, l'un des seuls pays à commémorer le début et pas la fin. Enfin, après, on commémore... Enfin, en tout cas, on connaît oui, non, mais on connaît cette date. Oui. Alors que parce que mais ça c'est dans la nature aussi de la guerre. C'est-à-dire ça a une explication. C'est-à-dire que la guerre s'est terminée en différentes phases. Oui. C'est pas terminé d'un coup. C'est-à-dire il y a une guerre qui s'est terminée, puis une autre guerre qui a commencé, Harb al-Algha. Puis il y a la Harb al-Algha qui s'est terminée, mais il y a eu quelques petites ripostes après. Et officiellement, ils disent que c'est le Taïf, mais après le Taïf, il y a eu quelques autres problèmes. Samir Jarja s'est retrouvé en tôle, etc. C'est-à-dire il n'y a pas eu de tchoup de fin. C'est-à-dire pour chaque groupe et région, la guerre s'est terminée à un différent moment. Et puis la guerre a commencé et s'est propagée à différents moments. C'est-à-dire quand on parle de la guerre civile, c'était pas la guerre civile partout, tout le temps, de 75 à 91. Ouais. Il y avait tout le temps des endroits. Et d'ailleurs, il y a des Libanais qui sont partis à l'étranger, comme j'imagine vos parents. Mais il y a aussi plein de Libanais qui partaient de zone en zone. C'est-à-dire, je commence là, puis je pars ici, puis je reviens là, puis je pars là, parce que la guerre se déplace aussi. Ouais. Donc, quand on veut parler de la fin de la guerre, il faut spécifier la fin de quelle guerre. Pour plein de gens, la guerre s'est terminée en 89. Mais si vous étiez à Beth Mereh, la guerre s'est intensifiée à partir de 89 jusqu'à 91. Donc, si vous êtes à Brabda en 90, c'était genre
le summum de la guerre. Et en 75, c'était genre chill presque. Et donc il y a des explications de pourquoi il n'y a pas une fin, parce que c'est pas une guerre. Ouais. C'est plein de guerres mélangées sur une temporalité historique. Et justement, le fait qu'on en parle comme si c'était toujours, ça s'était terminé il y a 3 ans, est-ce que c'est pas aussi parce que la guerre, les conséquences de la guerre infusent toujours tous les aspects de dans tous les aspects de la société. Et enfin, je lisais le livre de Dima Declercq, Le Liban en guerre, et elle raconte, voilà, par exemple, les impacts sur le quotidien des Libanais. Et en fait, j'ai l'impression que ces impacts-là, c'est les impacts que la crise et l'offensive israélienne, l'attaque israélienne ont aujourd'hui. C'est la même chose, les mêmes... bien sûr, la situation est différente et on ne peut pas dire que c'est exactement les mêmes événements, bien entendu. Mais c'est comme si on rejouait continuellement les mêmes événements sous différentes formes et qu'on n'en sortait pas. Et je me demande, est-ce que cette violence constante ravive une volonté de mémoire, ou alors est-ce que au contraire elle empêche la mémoire parce que c'est comme s'il y avait toujours plus urgent à faire et que pour l'instant on n'avait pas le temps, quoi. Oui, mais bien sûr, les gens sont fatigués tout le temps du pays qui franchement nous pousse vers l'avant. Moi, j'ai 38 ans et je me souviens pas d'avoir entendu une bonne nouvelle comme ça, reliée au pays. Une bonne nouvelle qui était vraiment... Non, parce que c'est vraiment des cycles de violence, des cycles de mismanagement. C'est un truc, c'est un bordel permanent. Mais oui, bien sûr, les gens, ils n'ont pas le temps de dire, bon, ce week-end, on va juste se poser et on va penser à l'autre et à comment... Voilà. Non, c'est incroyable que ça continue les dernières 6 années. Et c'était intense. On ne sait pas où comment ça va continuer d'ici. J'espère plus de guerre, mais oui, les dernières... Only if we take the last 6 years, c'est incroyable ce qu'on a dû ajouter à ce vécu libanais ou à cette expérience de gens qui, voilà, leurs parents ont été traumatisés. Pour moi aussi, c'était une question de comprendre la psychologie de nos parents et pourquoi on est transmis de l'anxiété et de voilà, ce réflexe-là de penser que tout le temps, tu n'es pas en sécurité and something could happen. Donc ça, c'est aussi... Voilà, on le prend, c'est dans la psychologie, je pense qu'on a assimilé maintenant, on est comme ça. Et oui. Mais vous y croyez un peu à cette idée qu'on hérite d'un traumatisme ? Je pense que scientifiquement, oui, le traumatisme, c'est intergenerational trauma is Non-scientific. Non-scientific. So I will say something else because I don't... No, but I would say that at least, on peut le subir in the way nos parents nous ont élevés. Et moi, je peux le dire de mon cas à moi. Non, j'avais un père anxieux, il est adorable, mais il est anxieux sur les forces externes. Pas anxieux que moi je fasse des conneries. Ouais. Il est anxieux d'une façon où vraiment c'était pas facile étant ado, de sortir et de faire la fête, de retourner, sans qu'il reste toute la nuit comme en m'attendant, tu vois. Et bon, je l'ai compris, enfin, j'ai compris ça vient d'où et il m'a expliqué. Oui, je pense que ça vient de... Pour moi, c'est comme ça que j'ai experienced cette psychology. Mais c'est comme ça que c'est transmis, c'est-à-dire c'est transmis par l'éducation, pas par les gènes. Moi, j'ai 42 ans, ça fait 20 ans que j'habite en France. Quand je vais au Liban, si je sors, ma mère ne dort pas avant que je rentre à la maison. Ouais. Pas seulement ça, il y a pire. Si je l'appelle au téléphone de Paris... et je suis en dehors de la maison, elle me demande de l'appeler quand je rentre. Ok. Alors que ça fait 20 ans que j'habite ici, que la majorité des soirs, je ne lui parle pas. Ouais. Mais si par hasard, on se parle à 20h et je lui dis je suis pas à la maison, elle ne va pas dormir jusqu'à ce que quand je rentre à mon appart, je lui dis je suis arrivé. Ce qui est le truc le plus absurde au monde. Ouais. Et quand je suis au Liban, si je sais pas, à minuit je suis pas rentré, elle va m'appeler, elle va me dire où tu es. Si je réponds pas, elle commence à appeler les hôpitaux, dans la totale. Évidemment, ça se transmet dans
dans l'éducation. C'est pas dans les gènes que ça se transmet, dans le truc transgenerational. C'est-à-dire, si on m'avait emmené quand je suis né dans une autre famille qui n'était pas du tout anxieuse, c'est pas transmis comme ça. Mais c'est normal. Mais en fait, c'est-à-dire le bon niveau explicatif de l'inertie au Liban n'est pas les gens. Tout à l'heure, Anthony parlait de est-ce qu'il y a des gens le week-end qui se posent. Il y a des gens qui se posent le week-end et qui se disent qu'est-ce qu'on va faire. Mais ils n'ont pas la marge de manœuvre possible. Ouais. Encore une fois, il y a activement des gens qui ont plus de pouvoir, qui ont plus d'argent, qui ont plus de moyens, qui ont un outil législatif, un outil judiciaire. C'est-à-dire, je sais pas, moi, j'ai plein de potes, on écrit sur Facebook le même status, et peut-être 2 d'entre nous vont se trouver en tôle et 2 pas. Pendant 2015, j'ai plein d'amis qui se faisaient happer par Shahabet al-Maloumet en tôle, alors que moi, j'ai écrit sur Facebook parfois des trucs pires, et je ne peux jamais savoir si je vais me faire arrêter ou pas. Il y a des fois, je rentrais à l'aéroport, et à l'aéroport, 2 fois, on m'a emmené pour me dire tu peux pas écrire des trucs comme ça, machin. Et plein de fois, j'avais écrit des trucs pires, il se passait rien. Et c'est cette non-prédictibilité, cette incapacité de pouvoir planifier sa vie, parce que notre vie ne dépend pas de nous. Elle dépend de ce que ils décident d'aller piquer l'argent dans les comptes courants des gens. Et ben, le compte courant des gens est piqué. Ils décident je sais pas, augmenter le prix de je sais pas quoi, ou baisser le prix, ou de changer les lois pour pouvoir faire ci ou pour pouvoir faire ça. Et donc, moi je trouve qu'au contraire, les Libanais, ils ont fait beaucoup de choses pour essayer. C'est juste que les moyens de bord sont tellement en déséquilibre, sont tellement déséquilibrés que c'est très difficile de construire dans la durée. Moi, j'ai assisté à la création et la disparition de centaines et de centaines et de centaines de groupes de micro-partis qui essayaient de créer un parti politique, qui essayent de se présenter. Et parfois, on réussit. Il y a eu Libaladi, comment ça s'appelle Libaladi. Puis il y a eu Beyrouth Madinati. Beyrouth Madinati avant, oui. Puis il y a eu... là, aux dernières élections, je ne sais plus comment ça s'appelait, la liste indépendante, etc. Mais à chaque fois, il n'y a pas de continuité parce qu'on s'épuise. Ouais. Et donc, on se dit, à quoi ça sert ? Et puis, encore une fois, il y a le poids de combien les leaders politiques peuvent maîtriser la vie de quelqu'un. Moi, j'ai des amis avec qui on distribuait des tracts en 2015 pour les élections, pour voter pour les indépendants et voter Beyrouth Madinati. Et certaines des personnes qui distribuaient des tracts avec nous, le jour des élections, ont voté pour la liste du pouvoir. Okay. Parce que leur famille leur ont dit, en fait, on vit grâce à ce mec. Donc toi, tu veux faire joujou avec tes potes et aller faire activisme, et aller faire des manifs ou terring, sakarna ring. Mais si toi, tu votes pas pour ce mec, nous, demain, ton père, il perd son boulot. Donc tu vas arrêter de faire tes petits trucs maintenant et tu reviens à la réalité. Et c'est un peu comme dans les films. Comme dans les films, on voit une sorte de mafieux qui arrive et qui dit « Ok, maintenant tu vas faire ça » et la personne, elle est obligée parce que c'est sa réalité matérielle. C'est vraiment quasiment la même chose. Il y a ton téléphone qui sonne et le mec te dit « Je sais que je peux compter sur toi, non ? Sinon, demain, je vais pas pouvoir faire en sorte que tu gardes ton métier de police baladille, de flic à la municipalité. » Et la réalité matérielle est faite en sorte qu'elle ne peut jamais être indépendante de la classe politique. C'est pour ça qu'on dit Kellon Yarni Kellon. C'est-à-dire tous sont dans le même sac. Parce qu'ils se protègent tout le temps. Dès qu'ils sont un peu en danger, ils se reprotègent tous ensemble tout le temps, à chaque fois. On l'a vu maintenant avec le nouveau gouverneur de la Banque du Liban. Je sais pas, par exemple, si on parle un peu de politique, même si ça n'est pas le but, les forces libanaises, où ils disent nous on est contre le Hezbollah, c'est le problème du pays, machin. Quand ils ont été un peu en danger, que quelqu'un poussait pour une gouvernance de la Banque du Liban où ils vont les mettre face à leurs responsabilités, ils ont tous voté ensemble pour le même mec. Tout d'un coup, ils sont devenus tous consensuels. Ah oui, il est génial, on va tous voter ensemble. Le Hezbollah, les Ouet, les Aouni, tout le monde, c'était ouais, Et c'est à chaque fois pareil. À chaque fois pareil. C'est une sorte de mainmise très bien organisée, très bien orchestrée, avec parfois certaines marges de manœuvre où ils vont faire genre oui, nous on est contre ça, nous on est pour ça, mais quand
ça arrive à une sorte de décision qui peut vraiment changer quelque chose, hop, ils se remettent tous ensemble. Mais c'est tout le temps comme ça. Et dans les témoignages que tu as recueillis, est-ce que c'était un sujet, cette mainmise des partis politiques sur la vie des gens, à la fois peut-être pendant la guerre et puis comment ça infusait aujourd'hui Et est-ce que toi, tu as eu peur parfois quand tu faisais ton podcast? Est-ce que tu as eu peur parfois d'avoir des problèmes en fait? En fait, pas vraiment, ou bien not yet. Peut-être ça va venir les problèmes. Mais pour le moment, non, parce que l'approche, elle est assez docile. Je veux dire, on n'entre pas chez les gens pour créer des scoops ou pour les faire parler contre quelqu'un. C'est souvent le cas où ils nous regardent, est-ce qu'on peut nommer qui nous a bombardé. On leur dit oui, ça va pas être le but, ça, de nommer. Donc on peut couper quand même. Je pense que les Libanais, ils sont au courant, ils savent très bien que après 15 ans de guerre, ils étaient épuisés, ils voulaient juste qu'on le foute la paix et qu'ils puissent faire leur truc. Et je pense que ça, c'est peut-être les 15 années qui ont suivi la guerre, c'était ça le thème un peu. Faites ce que vous devez faire, laisse-nous faire notre truc. Donc c'est assez clair, le gouvernement, le pouvoir, comment ils sont ancrés partout. Je pense on recherche tous un déclencheur quelque part. En 2015, ça a abouti à quelque chose. Il y avait, je pense, le premier mouvement, la première fois où on ressent que il y a un mouvement populaire, on est nombreux. C'était à Beyrouth seulement parce que c'était une question de municipalité, pas de parlement. Et qu'on était très proches. Pardon, juste 2015, c'était sur la crise des poubelles, c'est Là, ça? Oui, c'était la crise des poubelles et il y avait la crise des poubelles, il y avait un problème de contrat avec Souclean. Et juste après, je pense, il y avait les élections municipales. Et il y avait ce collectif qui s'appelle Beyrouth Madinati, qui était people from Beyrouth. Et ils ont fait je pense qu'ils ont eu 40 000 votes. C'était vraiment un premier signe que voilà, il y a 40 000 voix à Beyrouth qui sont anti-establishment. Et en 2019 aussi, en 2019 peut-être c'était le sequel de 2015, un peu plus grand. Et bon, ok, il y avait ce invisible ceiling qui nous a pas invisible, mais qui est descendu sur la tête de tout le monde et qui a cassé tout le momentum. Donc c'est comme si on sait qu'il y a tout ça. Et on est censé peut-être attendre le bon moment, ou attendre que certains gens, que Nabi Berri meurt et devient autre chose, et qu'on puisse, tu vois, parce qu'il y a, c'est quasi impossible. Tant qu'il y a Nabi Berri, tant que le système, il est toujours... Parce que 15 ans de guerre is enough time pour qu'un système vraiment contrôle tout, contrôle l'infrastructure de l'État, et tu peux plus les bouger. Et... oui, donc on espère on espère un momentum à un certain moment. That's how I think. Oui, il faut toujours espérer, mais il faut aussi comprendre il faut que notre réaction soit très très grande pour pouvoir peut-être vraiment changer une fois et pour toutes, peut-être, if that exists even. Et puis il y a des espaces de liberté au Liban. C'est-à-dire l'État est tellement bien implanté qu'on peut tu peux descendre dans la rue et insulter qui tu veux, il va pas se passer grand-chose. On a levé des slogans, moi je faisais partie des organisateurs dans les manifs de 2015, de Tlatrihat, etc. On a scandé des choses complètement fous. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On pense, nous, qu'on est en train de leur faire peur et tout, mais les rapports de force sont, pour l'avoir vraiment vécu de l'intérieur, les rapports de force sont tellement massifs que je pense qu'ils nous regardent et ils disent genre laisse-les s'amuser, ils m'insultent, okay, c'est très drôle. Le genre de choses qui ont été taguées sur les walls à Beyrouth en 2019, c'était des trucs vraiment affreux. Si tu tags ça maintenant comme ça et quelqu'un poste sur Facebook, ça pourrait faire un problème parce que c'est trop... Oui, the bar was very high. On n'est pas dans un pays liberticide comme ça pouvait être, par exemple, en Syrie, sous le régime de Assad, ou dans d'autres pays où la restriction de la liberté fait partie des leviers qui empêchent une sorte d'organisation, et donc la liberté d'expression est un danger pour le système.
Au Liban, le système est tellement bien implanté que la liberté d'expression n'est pas si importante d'un point de vue de danger que ça peut créer pour le... C'est pour ça que il n'y a pas même les autorités religieuses, etc. De temps en temps, ils disent les gays, ok, on va faire genre 2 descentes sur un club gay pour leur rappeler qu'on est là. C'est comme des phases. Dans les années 90, on avait le heavy metal, genre c'est des satanistes, il faut les arrêter. Et il y a tout le temps des trucs comme ça. Ils vont se rappeler. Je sais pas, Shaden va se retrouver en garde à vue pendant quelques heures ou pendant 2-3 jours à cause d'une blague. Ou on va par exemple, en 2015, il y a Asad Zebienne qui était avec nous. Ils sont allés chercher dans son truc de Facebook, dans toute sa history. Il avait fait une blague sur Pâques un jour et ils ont dit voilà, il est contre Jésus, c'est très grave, il est druze, oh mon Dieu, machin. Mais en général, ils s'en foutent. Et juste chaque quelques périodes, ils font une sorte de piqûre de rappel de si on le voulait, on vous empêcherait, mais on s'en fout un peu. Un des sujets dont on avait parlé, c'est comment nos parents et nos grands-parents qui ont vécu la guerre, voilà, et qui savent que ça crée du trauma, qui savent que même la vie quotidienne libanaise crée plein de mini-traumas, quand même ne vont pas jamais chez le psy, par exemple. Enfin, il n'y a pas du tout cette culture-là, en tout cas. Et on se demandait déjà pourquoi. Et puis, est-ce que ça pourrait... Enfin, est-ce que soigner, ça pourrait aussi permettre faciliter la construction de socles communs, même si, encore une fois, on l'a dit, le vrai problème à cette construction, c'est elle est pas à un niveau individuel, elle a un niveau politique et un niveau étatique, national, qui n'existe pas tant. Il y a plein de raisons de pourquoi. Déjà, aller chez le psy, c'est un truc aussi qui est culturel. Et on ne peut pas juste coopter un prisme occidental de la santé mentale. Il y a plein de cultures qui gèrent les problèmes mentaux en allant voir le chaman, d'autres en se retrouvant en groupe, d'autres en ramenant des pleureuses pour les deuils, etc. Donc pendant longtemps, ça ne faisait juste pas partie de notre culture. On va aller chez le psy alors qu'on ne sait pas que la psychologie existe. La psychologie au Liban, pendant très longtemps, c'était un truc pour les fous. C'est-à-dire, il y a Deir Salib, il y a l'Asfouriye. Il n'y a pas de psy parce que je vis un chagrin d'amour. Il a juste fallu attendre qu'il y ait de plus en plus de psy aussi. Et aujourd'hui, une grande partie des Libanais vont chez les psys. C'est plus du tout comme dans les années 90-2000. Évidemment, la génération de nos parents ne vont pas aller parce que ce n'est pas dans leur construction. Mais en tout cas, moi qui suis psy et qui vois pas mal de personnes, il y a beaucoup de Libanais, soit que je vois, soit qui me demandent des recommandations, etc. Mais c'est pas si étrange que ça. C'est pas une sorte de déni de dire juste ils y pensent pas parce que c'est pas dans leur espace mental, parce que c'est pas un truc qui vient de notre culture. Et parfois c'est bien de prendre des trucs qui viennent d'autres cultures si ça soigne. Donc je suis psy, je vais pas dire il faut pas aller chez le psy, mais ça prend du temps et aujourd'hui c'est plus du tout un tabou. Vraiment plus du tout. Après pour nos parents, oui, nos parents ils prennent du Xanax et de l'exotanisme et ils font passer le temps. Mais quand ton vécu, c'est du conflit, tu ne penses pas en termes de trauma, en termes de machin, tu penses en termes de survie. Et tant bien que mal, nos parents ont fait un assez bon boulot, je trouve, avec les moyens qu'ils avaient, pour nous. Donc on va pas leur demander en plus, moi ma mère elle a 77 ans, je vais pas aller là en plus lui dire va en thérapie alors qu'elle elle comprend pas tout le concept du truc. C'est-à-dire la thérapie est aussi un truc performatif, il faut y adhérer, il faut voir pourquoi ça peut aider, etc. Mais à partir de, je sais pas, les personnes qui aujourd'hui au Liban ont, on va dire 55 ans et moins, je pense que le tabou sur la psychologie est assez élevé, en tout cas dans les régions citadines, donc Beyrouth, les grandes villes, etc. Dans d'autres régions, c'est toujours pas dans la culture. Et donc effectivement, je sais pas, vous allez à Ras Baalbek, déjà je sais pas s'il y a beaucoup de psy, mais c'est juste pas dans le logiciel. Et ils gèrent les troubles psy, parce que les troubles psy sont quand même là, d'une autre manière. Et cette autre manière est tout à fait défendable et respectable. Et c'est important de le souligner. Quelqu'un qui habite, je sais pas,
à Psharre, et qui a, je sais pas, 55 ans et qui vit depuis longtemps et tout, il a une dépression, mais il a d'autres moyens que d'aller faire une thérapie cognitivo-comportementaliste où il va lui falloir 2-3 ans juste pour comprendre le concept de pourquoi ce truc est supposé m'aider. Enfin, je pense par exemple à mon père, sans jugement de valeur, mais Sans le nommer. je sais qu'il est parti et c'était un peu une manière pour lui d'oublier la guerre. Et donc, il m'a pas du tout appris la langue arabe. Oui, il ne veut pas revenir dessus. Voilà. Il est parti pas pour qu'il en parle après. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un truc de, soit ils vont chez le psy et c'est pas culturel, soit juste ils sont aussi un peu dans ce besoin de fuite, et ce qui est compréhensible, mais qui du coup n'incite pas forcément au dialogue et à la mémoire, quoi. Non, pour lui, il veut déjà faire une sorte de table rase et dire je vais apporter à mes enfants un nouveau départ. Et un nouveau départ, c'est de lâcher l'ancien récit. Mais apparemment, ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais surtout, c'est triste parce que la diaspora libanaise, elle est quand même vachement plus importante que la population au Liban. Et donc, comment on crée En termes de nombre. En termes de nombre, oui. Mais du coup, comment on crée une mémoire quand la plupart des Libanais sont en dehors du territoire libanais? Il y a aussi ça, cette fuite. Est-ce que ça incite plus à ce qu'il y ait une mémoire de la guerre civile, ou au contraire, est-ce que en partant, on oublie complètement cette mémoire-là? Enfin, c'est une question ouverte. Et puis aussi, par rapport à cette question-là, savoir si pour Mahabal, vous aviez été aussi en diaspora dans d'autres espaces pour interviewer les gens. Pas encore, mais c'est quelque chose qu'on aimerait aussi couvrir parce que c'est une expérience, c'est un récit aussi différent d'avoir vécu la guerre ou bien de sortir du Liban et de gérer sa relation avec l'identité, la famille et tout. Donc c'est absolument un territoire qu'on aimerait découvrir aussi et donner la parole aux gens à cette génération aussi qui n'est pas la nôtre, mais qui a vécu l'exil et la séparation c'est très important, bien sûr. Et je ne sais pas si c'est une question d'identité en général qui va aider les gens qui sont, je sais pas, ou au Brésil et en France, et des Libanais de s'attacher ou de se prendre ou d'être intéressés. Je ne sais pas si it matters even pour l'avenir des Libanais au Liban. Ouais. Sauf pour l'argent. Ouais, non, vraiment. Une grande partie de l'économie libanaise tourne parce que la diaspora envoie de l'argent. Oui. C'est un grand pilier de l'économie. Après, il y a des vagues de diaspora et donc les gens qui sont partis au Brésil avec la famine de 1880, c'est pas du tout la même chose que les gens qui sont partis avec la guerre civile de 75 ou avec les vagues de 87-88 ou ceux qui sont partis après l'explosion du port. Ouais. C'est pas du tout les mêmes déterminants, c'est pas du tout les mêmes régions. La diaspora libanaise en Australie n'a quasiment rien à voir avec la diaspora libanaise au Canada, qui est plus proche, par exemple, de la diaspora libanaise en Europe, qui est très très différente de la diaspora libanaise en Amérique latine. Mais peut-être avec, je sais pas, avec la technologie, Internet et tout ça, peut-être la relation ou bien la façon dont quelqu'un s'exile ou pas s'exile, quitte le pays, c'est différent. C'est pas comme avant où peut-être il y avait pas moyen d'avoir un rapport actif. De garder contact. Ouais. Et même de pouvoir être toujours avoir une fonction quelque part sans nécessairement devoir être à Beyrouth ou au Liban. Moi, quand je suis arrivé à Paris en 2005, si je voulais appeler ma famille au Liban, il fallait que je parte acheter une carte, une épicerie, que je parte à une cabine téléphonique, que je fasse un code et que je calcule si les minutes vont se terminer pour voir comment c'est en train de se passer. J'ai pas beaucoup vécu cette période parce qu'à partir, on va dire, de 2010-2011, la technologie a commencé à prendre le relais, mais je pense que si j'avais vécu ça pendant 10 ans, je serais beaucoup moins... Je serais pas allé faire les manifs de 2015, encore moins aider à les organiser. Je pense que, comme dit Anthony, la tech et Internet et les smartphones et les groupes WhatsApp et tout ça ont changé complètement la dynamique de l'attachement au pays. Oui, si j'étais venu en France en 90,
Je pense en 2010, ce serait complètement hors de mon système, à part aller 2 fois par an, voir la famille qui reste et tout. Mais je ne sais pas savoir tous les jours les élections du gouverneur de la Banque du Liban ou qu'est-ce qui s'est passé dans les comités du Parlement ou dans des choses comme ça. Bah écoutez, merci Merci pour beaucoup. cette conversation, Merci à ça nous vous. a fait plaisir. Bonne Merci chance pour beaucoup. votre podcast. Merci de nous avoir pour votre Oui. première émission. Pas de pression, Yay. mais j'espère que ça va vous aider à lancer. Merci de vous intéresser aussi à ce Ouais. genre de sujet, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup pour cette super conversation et qui nous a emmenés à des endroits qu'on n'avait pas non plus planifiés. Donc c'est trop bien qu'on puisse ouvrir plein de nouveaux sujets et ça nous donne aussi beaucoup de food for thought. Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir, merci. Merci.